La plupart des gens disent que les Hells Angels sont littéralement des ours en peluche couverts de tatouages. Mais ces accusés sont sur le point de vous prouver le contraire. Vous allez savoir pourquoi ces accusés sont appelés les Hells Angels. Commençons par Stephen Sanders. Prenez place à la Cour supérieure du comté de San Diego et plongez dans l'affaire choquante de Stephen Sanders, ancien dirigeant du chapitre de San Diego du club de motards Hells Angels, qui vient d'être condamné à une peine stupéfiante de 25 ans d'emprisonnement. Stephen Sanders, âgé de 44 ans, occupait autrefois le puissant poste de président du chapitre de San Diego des Hells Angels. Mais son règne s'est effondré lorsqu'il a été reconnu coupable d'une série de crimes odieux, notamment d'enlèvement, d'agression avec force, de vol et même de sollicitation de meurtre. Le procureur Bonnie Dumani a annoncé que Sanders passerait les 25 prochaines années derrière les barreaux. Cette condamnation marque une victoire importante pour les forces de l'ordre, car Sanders était une figure notoire du monde criminel de San Diego. Parmi ses nombreux crimes, Sanders a admis avoir kidnappé 2 personnes au profit d'un gang de rue criminel. Au cours des derniers mois, le bureau du procureur a poursuivi sans relâche Sanders pour ses nombreux délits. En juillet 22, il a été reconnu coupable de vol et d'agression. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. En mars 22, Sanders a été reconnu coupable de sollicitation en vue de commettre un meurtre. Les procureurs ont révélé qu'il avait tenté de faire tuer des témoins et des enquêteurs dans le cadre d'une affaire d'enlèvement et de torture en cours contre lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En avril, Sanders a plaidé coupable à des accusations d'agression avec une arme mortelle. Il s'agissait d'une violente attaque contre des fêtards à Pacific Beach, qui a semé la terreur au sein de la communauté. En juin, il a plaidé coupable d'enlèvement et d'avoir commis des crimes au profit d'un gang de rue criminel. Lors de sa condamnation jeudi, M. Sanders s'est adressé à la Cour, affirmant qu'il s'était senti poussé à plaider coupable parce qu'il risquait une longue peine s'il était condamné lors du procès. Malgré son aveu, Sanders maintient qu'il n'a jamais reconnu les Hells Angels comme un gang de rue criminel. Son avocat a même tenté de retirer son plaidoyer de culpabilité en invoquant de nouveaux témoignages, mais le juge chargé de la détermination de la peine a rejeté la requête. Le bureau du procureur et la Drug Enforcement Administration ont collaboré dans l'affaire Sanders, veillant à ce que justice soit rendue. Le tribunal a condamné Sanders à 25 ans de prison d'État pour de multiples délits. Le procureur Bonnie Dumanis a souligné l'importance de cette condamnation en déclarant « Ces dernières années, cet accusé a commis une série de crimes violents à l'encontre des citoyens de San Diego. Alors qu'il était poursuivi dans une affaire d'enlèvement et de destruction, il a conspiré pour assassiner des personnes qui jouaient un rôle clé dans l'affaire qui l'opposait à la justice. Notre bureau a démantelé ses plans visant à faire tuer des témoins et des agents des forces de l'ordre, en le tenant pour responsable de ces actes. » Vient ensuite le vampire autoproclamé qui a été condamné pour complicité de meurtre sur des témoins du tribunal. Caius Veiovis. David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell étaient des amis proches vivant à Pittsfield, dans le Massachusetts. Glasser était un homme à tout faire populaire qui aimait le rock et jouait de la batterie. Malgré quelques handicaps mentaux et physiques, il était apprécié de la communauté. Frampton, décrit comme souffrant d'un handicap mental léger, était un homme actif qui jouait au basketball et participait aux Jeux olympiques spéciaux. Il était également un défenseur des personnes handicapées. Chadwell, un conseiller qui aidait les adolescents ayant des problèmes de drogue et d'alcool, était récemment revenu s'installer à Pittsfield. Leur vie a pris un tournant sombre lorsque Glasser a croisé le chemin d'Adam Lee Hall, un membre haut placé du chapitre du Massachusetts des Hells Angels. 2 ans plus tôt, Hall avait attiré Glasser chez lui et l'avait frappé avec une batte de baseball, le soupçonnant d'avoir volé un carburateur. Glasser a signalé l'agression à la police, ce qui a conduit à l'arrestation de Hall sous de multiples chefs d'accusation, dont agression, drogue et armes. Hall devait comparaître devant le tribunal en septembre 27 et Glasser devait témoigner contre lui. Alors que la tempête tropicale Irene s'abattait sur la côte est à la fin du mois d'août 27, Glasser, Frampton et Chadwell se sont retranchés dans la maison de Glasser et Frampton. Ils ne se doutaient pas que leur vie était en danger imminent. Une fois la tempête passée, Les, le frère de Robert Chadwell, et Erin Forbush, l'assistante sociale de Frampton, ont remarqué que quelque chose n'allait pas. La maison était vide, le camion de Glasser était toujours dans l'allée, et les médicaments de Frampton n'avaient pas été touchés. Les 3 hommes ont été portés disparus. La police a lancé une enquête approfondie, sachant que Glasser était en danger en raison de son témoignage à venir contre Adam Lee Hall. 11 jours après que les hommes ont été portés disparus, la découverte macabre a été faite. Les corps démembrés de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell ont été retrouvés enterrés dans une fosse, enveloppés dans des sacs en plastique. Les autopsies ont révélé qu'ils avaient été torturés, éviscérés et tués par balles.
La police pense que Glasser était la cible principale, Frampton et Chadwell étant des victimes collatérales malheureuses. La police a identifié 3 autres complices. David Chalus, membre de la fraternité aryenne, David Casey, conducteur de pelleteuse de New York, et le plus sensationnel de tous, Caius Domitius Veiovis. Veiovis, qui s'appelait à l'origine Royce Gutfinski Jr., avait légalement changé de nom en 2008 et prétendait être un vampire qui vénérait Satan. Son apparence bizarre, avec ses tatouages faciaux, ses implants sous-dermiques ressemblant à des cornes et ses dents aiguisées, a fait de lui une sensation médiatique internationale. La police a reconstitué les événements qui ont conduit au meurtre. Des témoins ont placé Veiovis en compagnie de Hall et Chalus les jours précédant le crime. Les images de surveillance les montrent quittant ensemble une fête des Hells Angels, malgré la solide défense de Veiovis et l'absence de preuves matérielles le reliant directement au crime. Le procès de Caius Veiovis s'est ouvert en septembre 2014. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et son équipe de défense a présenté un dossier solide. Aucune preuve matérielle ne permet de le relier directement au meurtre et aucune des armes utilisées n'a jamais été retrouvée. Les témoins de l'accusation dans les affaires Hall et Chalus ont déclaré que Veiovis n'était présent lors d'aucun événement incriminant. La petite amie de Veiovis a même fourni un alibi pour la nuit des meurtres. Contrairement à Hall et Chalus, Veiovis n'était pas membre de la fraternité aryenne ou des Hells Angels et ne possédait pas de moto. Malgré l'absence de preuves directes, l'accusation a présenté des preuves indirectes convaincantes. Des témoins ont vu Veiovis avec Hall et Chalus la nuit précédant les meurtres. Du sang a été trouvé dans la voiture de Veiovis, mais il n'a pas été possible de le relier avec certitude aux victimes. L'accusation a également présenté des preuves troublantes trouvées dans l'appartement de Veiovis, notamment des couteaux, des machettes et des diagrammes de dissections humaines, suggérant qu'il aimait torturer et démembrer les victimes. Lors de la déclaration de la victime, les membres de la famille concernée ont demandé au jury de condamner Veiovis à la prison à vie. Après 37 heures de délibération réparties sur 6 jours, le jury a rendu un verdict de culpabilité. À l'énoncé du verdict, Veiovis a fait irruption dans la salle d'audience en criant « En vertu de la loi du Massachusetts, il a été condamné à une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. » Lors de sa condamnation, il a continué à clamer son innocence. Il a ensuite expliqué qu'il avait refusé toutes les offres de la police. Il a expliqué qu'il préférait passer sa vie en prison plutôt que d'admettre un crime qu'il n'avait pas commis. Il a fait appel de sa condamnation devant la Cour suprême de l'État en 27 ans, mais celle-ci a confirmé le verdict. Veiovis purge actuellement sa peine à la North Central Correctional Institution de Gardner, dans le Massachusetts. Ensuite, nous allons assister à la condamnation d'Adam Lee Hall. Adam Lee Hall. Adam Lee Hall a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre, ainsi que d'enlèvement et d'intimidation d'un témoin par un jury de la Cour supérieure de Hamden. Hall, âgé de 36 ans, est originaire de Peru, dans le Massachusetts, et ses crimes ont laissé une marque indélébile sur la communauté. Les victimes, David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, ont été sauvagement assassinés en août 27. Leurs corps ont été retrouvés à Beckett, une petite ville qui n'oubliera jamais cette macabre découverte. Hall, ainsi que 2 autres hommes, a été accusé d'avoir tiré mortellement sur ces 3 hommes de Pittsfield. Le motif? Les réduire au silence afin qu'ils ne puissent pas témoigner contre lui. Le procès d'Adam Lee Hall a été un véritable spectacle juridique qui a bénéficié d'une couverture médiatique intense et suscité l'intérêt du public. Tenu devant la Cour supérieure de Hamden, le procès a été l'aboutissement dramatique d'années d'enquête et de manœuvres juridiques. Adam Lee Hall, membre haut placé des Hells Angels, devait répondre d'un grand nombre de chefs d'accusation, dont 3 pour meurtre, enlèvement et intimidation de témoins. La salle d'audience était bondée à l'ouverture du procès, les familles des victimes, les forces de l'ordre et les curieux occupant tous les sièges disponibles. L'accusation, menée par le procureur David Capeless, a présenté un dossier convaincant à l'encontre de M. Hall. Ils ont méticuleusement décrit les événements qui ont conduit au meurtre de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell en août 27. L'un des éléments de preuve les plus accablants est le témoignage des co-accusés de Hall. Ces hommes, qui avaient été inculpés aux côtés de Hall, se sont présentés à la barre et l'ont pointé du doigt. Ils ont décrit avec des détails effrayants comment Hall avait orchestré les meurtres pour empêcher Glasser de témoigner contre lui. Selon leur témoignage, Hall avait déjà agressé Glasser et était déterminé à le faire taire définitivement. Frampton et Chadwell ont été des dommages collatéraux malheureux, tués simplement parce qu'ils étaient avec Glasser et auraient pu être témoins. Un autre témoin clé est un homme accusé de complicité dans le crime. Il a admis avoir aidé à se débarrasser des corps, poussé par la peur des représailles de Hall.
Son témoignage brosse un tableau saisissant de l'influence de Hall et du climat de peur qu'il a instauré. Il a décrit comment Hall l'avait menacé, ne lui laissant d'autre choix que de s'acquitter de la tâche macabre de cacher les corps à Beckett. Malgré l'absence de preuves matérielles établissant un lien direct entre Hall et les meurtres, le dossier de l'accusation a été étayé par le poids des témoignages. Le procureur Capeless a souligné la rigueur de l'enquête en déclarant « Un grand nombre de personnes ont accompli un travail incroyable et excellent. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour déterminer non seulement si Adam Hall était le coupable, mais aussi s'il était possible que quelqu'un d'autre l'ait été. » L'avocat de la défense de Hall, Alan Black, a soutenu avec véhémence qu'il n'y avait aucune preuve concrète liant Hall à la scène de crime. Il a tenté de mettre en doute la crédibilité des témoignages des co-accusés, suggérant qu'ils avaient des raisons de mentir afin de s'assurer des peines plus légères. Toutefois, le jury n'a pas été influencé par ces arguments. La cohérence et le détail des témoignages, combinés au récit de l'accusation, se sont avérés trop convaincants pour être ignorés. Au fur et à mesure que le procès avançait, la charge émotionnelle des familles des victimes devenait de plus en plus évidente. Elles ont assisté à des témoignages poignants, revivant le cauchemar des derniers instants de leurs proches. À la lecture des verdicts, M. Hall a baissé la tête dans la salle d'audience. Le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'atmosphère était chargée d'émotions, les membres des familles des victimes et les officiers de police s'embrassant, trouvant un certain réconfort dans la justice tant attendue. Carol Chadwell Smith, la sœur de Robert Chadwell, a exprimé son soulagement en déclarant « Je suis heureuse que tout cela soit terminé. Ces 2 années ont été très longues. » Le procès d'Adam Lee Hall a fait date non seulement en raison de la gravité des crimes commis, mais aussi pour la lumière qu'il a jetée sur le fonctionnement interne des Hells Angels et sur les limites que les membres étaient prêts à franchir pour se protéger. Passons maintenant à un autre drame judiciaire et plongeons-nous dans les événements qui ont entouré le prochain Hells Angel qui a attaqué un homme qui essayait de parler à sa petite amie. Troy Shoulder. Le 6 juin 23, un incident horrible s'est produit dans le quartier d'Ocean Beach à San Diego. 3 jeunes hommes noirs, âgés de 19, 20 et 21 ans, ont été la cible d'une attaque brutale de la part de membres du célèbre gang de motards des Hells Angels. Les victimes ont été poursuivies, ont subi des insultes raciales et ont été informées qu'elles n'avaient rien à faire dans le quartier. Cette attaque non provoquée a eu lieu sur Newport Avenue, un endroit populaire d'Ocean Beach. Le procureur du comté de San Diego, Summer Stephan, a révélé que l'attaque pourrait avoir été déclenchée par l'une des victimes qui avait osé parler à la petite amie de l'un des membres des Hells Angels. Il s'en est suivi une scène tout droit sortie d'un cauchemar. L'une des victimes a réussi à échapper aux blessures en s'enfuyant, mais les 2 autres n'ont pas eu la même chance. L'une d'elles a reçu des coups de poing et de pied et a perdu connaissance, tandis que la 3e victime, qui gisait sur le sol après avoir été battue par plusieurs personnes, aurait été poignardée à la poitrine par Troy Anthony Shoulder, un chef de longue date des Hells Angels. Après avoir été poignardé, Shoulder a été rapidement emmené par d'autres membres du gang à leur clubhouse d'El Cajon. Le 13 septembre, un grand jury a inculpé 14 personnes pour leur rôle dans l'agression. Les accusations portaient notamment sur le fait que l'agression avait été commise en association avec un gang de rue criminel, ainsi que sur des allégations de crimes de haine à l'encontre de 11 des accusés. L'accusation la plus grave, la tentative de meurtre, a été portée contre Shoulder. Le grand jury a également ajouté 3 autres accusés pour complicité après les faits, pour avoir aidé Shoulder à s'échapper. Le procureur Summer Stephan a clairement indiqué que le comté de San Diego ne tolérerait aucune forme de violence ou de racisme. Elle a souligné que les Hells Angels, connus pour leurs activités criminelles et leurs tendances racistes, ont des sections dans tout l'État, dont une active dans le comté de San Diego. Le racisme ignoble de ce gang, en particulier à l'égard des Noirs, est bien documenté. S'il est reconnu coupable, Shoulder risque jusqu'à 39 ans de prison d'État, voire la perpétuité. Le grand jury a également retenu des allégations de crimes de haine à l'encontre de 11 des accusés. Ces accusations mettent en évidence la motivation raciale de l'attaque, les victimes ayant été victimes d'insultes raciales et s'étant vu dire qu'elles n'appartenaient pas à la région. Ensuite, un président des Hells Angels âgé de 66 ans est sur le point de faire face aux foudres de la loi pour une fusillade mortelle qui s'est produite le week-end du Memorial Day. Richard DeVries. Richard John DeVries, 66 ans, président du chapitre de Las Vegas des tristement célèbres Hells Angels, a toujours été un personnage entouré de controverses. Connus pour leur style de vie hors la loi et leurs activités criminelles, les Hells Angels ont une réputation qui les précède. Mais les événements qui se sont déroulés le week-end du Memorial Day en 22 ont porté leur notoriété à un tout autre niveau. Tout a commencé par une fusillade meurtrière sur une autoroute de la banlieue de Las Vegas. Les Hells Angels et leurs rivaux de longue date, les Vagos,
se sont affrontés dans un violent échange de coups de feu qui a fait 7 blessés. L'incident a été si intense que plus d'une douzaine de coups de feu ont été tirés, une balle atteignant même une église voisine. La communauté est restée sous le choc lorsque les détails de la fusillade ont été révélés. La fusillade serait un acte de représailles. Quelques semaines auparavant, le 23 avril, un membre des Hells Angels, James Vincent Dixon, avait été abattu lors d'un concert de heavy metal à San Bernardino, en Californie. Selon les procureurs, les Vagos étaient responsables de la mort de Dixon, et la fusillade du week-end du Memorial Day était le moyen pour les Hells Angels de se venger. Richard DeVries, ainsi que 2 autres recrues des Hells Angels, Russell Smith et Stephen Hallow, ont été arrêtés et inculpés de plusieurs chefs d'accusation de tentative de meurtre. Le trio a comparu pour la première fois le 2 juin 2022 devant le tribunal de justice d'Henderson. La salle d'audience était pleine de tension à mesure que les détails de la fusillade étaient révélés. Un témoin anonyme a fourni des preuves vidéo montrant DeVries, Smith et Hallow, tous portant des vêtements des Hells Angels, s'approchant des membres des Vagos avant que des coups de feu ne retentissent sur la route US 95. Ces images ont été déterminantes pour les relier au crime. Malgré les preuves accablantes, l'avocat de DeVries, Richard Schoenfeld, a fait valoir que son client était un vétéran militaire au casier judiciaire vierge et qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ait tiré avec une arme à feu. Mais le tribunal n'a pas été convaincu. Il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de tentative de meurtre à la suite de la violente fusillade qui s'est déroulée le week-end du Memorial Day. La salle d'audience était tendue pendant que l'accusation exposait ses arguments. Elle a présenté la vidéo fournie par un témoin anonyme, qui montrait DeVries et ses associés s'approchant des membres des Vagos avant que les coups de feu n'éclatent. Les images étaient accablantes et établissaient clairement un lien entre les Hells Angels et la scène chaotique qui s'est déroulée sur la route US 95. Les procureurs ont soutenu que la fusillade était un acte de représailles pour le meurtre de James Vincent Dixon, un autre membre des Hells Angels, à San Bernardino quelques semaines plus tôt. L'avocat de DeVries, Richard Schoenfeld, a tenté de brosser un tableau différent. Il a insisté sur le fait que DeVries était un vétéran de l'armée et que son casier judiciaire était vierge. M. Schoenfeld a fait valoir qu'il n'y avait pas de preuves concrètes que DeVries avait tiré avec une arme lors de la fusillade. Cependant, le poids des preuves vidéo et la nature violente du crime ont fait qu'il a été difficile pour la défense d'influencer l'opinion de la Cour. Après des jours de témoignages et de délibérations intenses, le verdict a finalement été rendu. Richard DeVries a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de tentative de meurtre. Le juge a prononcé une peine sévère, reflétant la gravité du crime et l'impact qu'il a eu sur la communauté. DeVries a été condamné à la prison à vie. Les conséquences de cette condamnation ont été profondément ressenties par la communauté des motards et le grand public. Les Hells Angels, connus pour leur code de silence et de loyauté, ont été ébranlés par la perte du président de leur chapitre. Les Vagos, quant à eux, sont restés inchangés lors de la fusillade de San Bernardino, laissant beaucoup de gens se demander si la justice avait vraiment été rendue. La communauté, encore sous le choc de la fusillade, espérait que la condamnation apporterait un peu de sérénité. Ce violent affrontement sur une autoroute très fréquentée avait fait 7 blessés, dont un membre du groupe qui se produisait à ce moment-là. Le traumatisme et la peur de ce jour-là persistent, rappelant brutalement le monde dangereux des gangs de motards hors la loi. La condamnation de Richard DeVries a marqué un moment important dans la lutte contre la violence des gangs. C'était un message clair que des actes aussi brutaux ne resteraient pas impunis. Mais pour les familles des victimes et les personnes blessées, la douleur et les souvenirs de ce jour fatidique ne s'effaceront jamais. La condamnation de Richard DeVries a laissé une trace indélébile dans le paysage de la violence des gangs de motards. Président du chapitre de Las Vegas des Hells Angels, sa condamnation pour plusieurs chefs d'accusation de tentative de meurtre à la suite de la fusillade du week-end du Memorial Day a choqué à la fois la communauté des motards et le grand public. Cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type.